Notre invité du jour, c'est vous, Pascal Boniface. Bonjour, vous êtes directeur fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, auteur de nombreux ouvrages, notamment Requiem pour le monde occidental, relever le défi Trump aux éditions Erol. Merci d'être avec nous. Il y a ce rendez-vous dont on va commencer peut-être par parler cet après-midi à la demande des Américains. Rendez-vous à New York donc pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce qu'on doit en attendre aujourd'hui ? Oh, ça sera encore des conversations, mais je ne pense pas qu'il y a une issue de la crise suite à cette réunion, mais en tous les cas, le contact diplomatique est maintenu et c'est quand même essentiel. Il est important de maintenir ce contact pour essayer de faire baisser un petit peu les tensions et d'éviter une nouvelle escalade. Donc effectivement, il n'y aura peut-être pas de percée significative, mais le fait que le contact soit maintenu est quand même essentiel. Encore faut-il que le rendez-vous ait lieu. Pour le moment, les Russes s'y opposent, apparemment. Oui, mais en même temps, on sait qu'il y a des négociations de toute façon et que les Russes veulent avoir un lien direct avec les Américains, que le Conseil de sécurité est plutôt une enceinte qui leur plaît d'habitude, mais peut-être aussi veulent-ils dire que c'est une affaire bilatérale entre les États-Unis et eux et que ça ne concerne pas l'ensemble du Conseil de sécurité, que ce n'est pas une affaire onusienne, mais c'est une affaire européenne. D'où cette annonce de ce coup de téléphone qui aura lieu demain. Ça fait beaucoup d'annonces en amont. Sergei Lavrov et Anthony Blinken vont donc décrocher le téléphone pour se parler, pour se dire quoi exactement ? Je pense, pour répéter chacun les positions et peut-être essayer de trouver, d'avancer vers une solution qui permettrait à chacun de sortir la tête haute, puisque c'est bien de ça dont les questions. Du côté américain, il est inenvisageable de dire que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN, même si c'est le moins qu'on puisse dire, pas une priorité. Et du côté russe, il est important de dire qu'ils n'ont pas fait tout cette gesticulation pour rien et qu'ils ont obtenu quelque chose, qu'il s'agisse du déploiement d'armes américaines dans l'Ukraine, du non-stationnement de troupes américaines dans l'Ukraine et donc d'engagement. Le tout est de savoir si il est déjà temps de pouvoir trouver cette solution ou si chacun fait encore un peu monter les enchères en espérant obtenir un peu plus. Et il s'agit bien de gesticulation. Du côté américain, Biden veut montrer qu'il est bien le chef de l'Alliance Atlantique, mais aussi faire taire Trump, montrer à Trump et aux républicains qu'il fait preuve de fermeté à l'égard de la Russie. C'est d'ailleurs aussi peut-être pour ça que Joe Biden va recevoir aujourd'hui à la Maison-Blanche l'émir du Qatar pour parler approvisionnement en gaz pour l'Europe. On a le sentiment qu'il est déjà dans le coup après encore, hein. Oui, effectivement, et les Américains disent qu'eux-mêmes sont prêts à fournir du gaz liquide aux Européens. C'est tout le problème de la dépendance européenne à l'égard du gaz russe. Mais en même temps, les Russes n'ont pas tellement intérêt à jouer sur l'arme du gaz parce que même si à court terme, ils peuvent se passer, ils ont 600 milliards de dollars de réserves du fait de l'augmentation du prix du gaz et du pétrole, ils peuvent se passer pour quelques mois de la vente de gaz et de pétrole à l'Europe, mais pas sur le long terme. Leur crédibilité en tant qu'exportateur serait atteinte s'ils voulaient couper le gaz à l'égard de l'Europe. Donc il y a en fait une double dépendance. La Russie a besoin du marché européen et pour l'instant, l'Europe a besoin du gaz russe. Mm. On a le sentiment quand même que depuis le début de cette crise, il a quand même été beaucoup question de posture assez stricte, et côté américain et côté russe. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? Est-ce qu'il n'est pas temps, tout simplement, de mettre la crise sur pause aujourd'hui ? Oui, ça serait bien sûr tout à fait appréciable. Alors, on n'est pas allé trop loin dans la mesure où les armes n'ont pas parlé. On sera allé trop loin le moment où les armes parleront. On Ce n'est sait pas qu'un le cas. dérapage est vite arrivé, pardonnez-moi, mais quand on parle de déploiement de milliers de troupes, le dérapage, il ne faut pas grand-chose pour qu'il arrive. Il peut y avoir une provocation, il peut y avoir un mauvais calcul et effectivement, le dérapage peut arriver très rapidement quand il y a un tel amas d'armes et d'hommes aux frontières. Mais pour l'instant, en fait, effectivement, ils sont allés trop loin dans la mesure où cela prend des proportions. Qui aurait pensé que cela prenne de telles proportions et que l'on parle de nouveau du risque de guerre en Europe. Donc c'est quelque chose que l'on pensait être dépassé. Mais en même temps, la rationalité peut encore l'emporter. Chacun a intérêt. En fait, personne n'a intérêt à la guerre. La guerre serait une catastrophe pour tout le monde. Donc on peut espérer qu'on est dans une période de gesticulation, de démonstration diplomatico-militaire. Je comprends tout à fait votre argument. Effectivement, malheureusement, un dérapage peut toujours arriver. Mais pour l'instant, on montre plutôt ses muscles pour n'avoir pas à s'en servir.
Mmh. Et les Britanniques, eux aussi, hein, dans tout ça, se rangent, dans le camp évidemment, de leur allié, américain. Boris Johnson qui a, déclaré ce week-end, vouloir un vaste déploiement de troupes à l'Europe, à l'est de l'Europe, même carrément, doubler, ses effectifs. Ils sont actuellement 1 150 hommes, déployés. On a appris il y a quelques instants qu'il y aurait un statement, une déclaration devant le parlement, britannique sur la crise, ukrainienne. La position des Britanniques aujourd'hui, est-ce qu'elle vous étonne? Non, elle est logique du point de vue de Boris Johnson, qui d'une part a d'importants problèmes de politique intérieure et donc faire une diversion au niveau géopolitique est le bienvenu. Et par ailleurs, depuis le Brexit, la Grande-Bretagne veut retrouver un nouveau rôle et donc le fait de montrer aux Américains que même s'ils ne sont plus au sein de l'Union européenne, ils restent quand même toujours leur meilleur allié et que Washington a toujours besoin de Londres au sein de l'OTAN parce qu'ils sont plus proches et plus fiables du point de vue de Washington que l'Allemagne et la France. C'est aussi un calcul de la part de Boris Johnson. Une dernière question, c'est un peu celle que tout le monde se pose en ce moment. Est-ce que vous pensez que l'issue est proche, l'issue pacifiste évidemment? Non, pas forcément, parce que chacun peut encore attendre. On trouvera une issue quand tout le monde aura de quoi crier victoire et en même temps, ensemble, il ne faut pas qu'il y ait un camp qui ait le sentiment qu'il a perdu la partie, sinon il n'acceptera pas la solution. Et il n'est pas certain qu'on ait, peut-être qu'il y aura une percée soudaine, mais ce type de solution peut encore prendre quelques temps pour être trouvé. Merci beaucoup Pascal Boniface. Vous étiez notre invité du jour. On va évidemment suivre attentivement les prochaines échéances, cette prise de parole devant le Parlement britannique, cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU également, hein, cet après-midi à New York.